Moi, en France, enfin, j'avais ma vie normale, hein, j'avais mon travail et mon petit copain, mon hypothèque. J'avais un vie de le plus commun. C'est, je faisais comme tout le monde. Je me levais, j'allais au travail, j'avais pas beaucoup de temps, je rentrais chez moi, tu avais le stress de travail, le stress d'être là. Et un jour, mais j'ai un problème de cœur, j'ai 2 opérations de cœur avant mon AVC, une à 23 ans, l'autre à 30 ans, et à 40 ans, j'ai mon AVC. C'est malheureux, c'est aussi un petit peu ma faute, on va dire comme ça. C'est maintenant l'accepter, mais je prends des pilules parce que j'ai un valvule mécanique dans mon cœur. Alors, la valvule mécanique a la propension à faire des petites thromboses, des petits coagules de Ah, sang. Et je dois prendre un médicament pour que ça n'arrive pas. Malheureusement, avec le stress de travail, un jour, je suis arrivée à prendre mon médicament et il n'y a pas. J'ai pensé, c'est pas de problème. Demain, quand je sors de travail, je passe pour la pharmacie pour acheter. Demain, c'était une semaine. Une semaine, mon médicament. Et mon jour de congé, malheureusement, les coagules se formaient dans le cœur. Et j'ai eu la chance que ça partait à mon cerveau. Ça partait à mon foie, je serais morte. Alors, ben, c'était comme ça, c'est mon jour de congé. J'étais tout seul ici à la maison. On habite à la montagne, très très loin, aucun voisin. Mon petit copain travaillait à ce moment-là, et j'étais dans mon jour de congé. Je me suis réveillée et je ne trouvais pas. Et c'était ce moment-là que le coagule a resté dans mon cerveau, et c'était bouleversé ma vie, c'était complètement changé. D'un coup, j'avais 34 ans, 1,90 m, parce que de ma taille, je suis très grande, 100 kilos, et j'ai resté bloquée, dépendant à l'hôpital, sur un lit d'hôpital, sans pouvoir bouger, sans pouvoir rien faire. Heureusement, je n'ai pas perdu la connaissance, je n'ai pas perdu ma parole, j'ai parlé tout le temps avec les ambulanciers, avec mon petit copain, avec les médecins et tout le monde. Et j'arrivais plus ou moins à comprendre. J'ai dit tout le temps que ton cerveau n'est pas bien. C'est comme si tu avais un gros cuite que tu étais complètement bourré. Alors ton cerveau ne processe pas complètement, mais ouais. tu es conscient de ça qui t'arrive. Mais bon, j'ai eu la chance. 8 jours après, ils m'ont envoyé chez moi avec une ordonnance pour une chaise roulante et c'est tout. Plus d'explications chez le médecin, plus rien. Euh, Et j'ai eu de comprendre pour moi-même en cherchant par Internet avec les portables qu'est-ce que c'était les dommages au cerveau, qu'est-ce que c'était un AVC, un ictus qui s'appelle comme ça en Espagne, et qu'est-ce que je pouvais faire, où est-ce que je pourrais me diriger pour avoir plus d'informations et essayer de me récupérer parce que je me disais, putain, 4 ans, et en chaise roulante, sans aucune espérance de changer, de récupérer, parce que le docteur me disait que ce n'était pas possible, je n'allais plus marcher, que je pouvais encore donner la chance que j'étais en vie, que j'ai parlé, que j'étais en vie. Mais bon, pour moi, ce n'était pas une chance. Je trouvais 1,90 m des grosses bêtes comme ça, sous le lit, sous la chaise roulante, sans pouvoir m'habiller, parce que j'avais l'incontinence. Ma vie complètement bouleversée, la vie de mon compagnon aussi bouleversée, de mes parents aussi, perdre ton travail. Enfin, c'est pas seulement ça qui t'arrive au niveau santé que j'ai eu la chance, je n'ai pas perdu la parole, ma tête a resté assez claire, j'étais capable de comprendre ce qui m'arrivait et d'essayer de chercher, de trouver pour mes propres moyens comment faire pour me récupérer. Mais en même temps, c'était bouleversé au niveau économique, tu perds ton travail, tu perds ta sécurité économique, est-ce que ta maison, les discussions de couple parce que c'est pas la même chose. Tu sais pas si l'autre personne va vouloir rester ou pas, si tu es carrément un fardeau pour l'autre personne qui doit t'habiller, t'échanger les couches, presque te donner à manger et tout fait pour toi. Et si émotionnellement et collectivement, c'est très dur d'assumer, surtout c'est ça, d'assumer. oui. J'étais une adulte fonctionnelle et d'un coup, je suis un bébé, un gros bébé dépendant.
Ouais. Et quand même, Tu l'as fait où? AVC? exact, c'est le côté droit, alors c'était mon côté gauche qui est paralysé. Mais Oui, je ne oui. sais pas exactement te dire où c'était. Non, Je sais non, que où en Espagne, en France, oui, en Belgique? en Espagne, chez moi. Ah, J'étais chez moi ici à la montagne toute seule, avec mon ah, jeu de congé. Maintenant, je connais plus d'histoires de dommages au cerveau et les symptômes d'AVC qu'avant, à 34 ans, je n'avais aucune idée. voilà. Je pense que ça nous arrive un petit peu à tout le monde. Tu connais rien jusqu'à ce que ça t'arrive. Oui, voilà. Mais non, et que ma mémoire est bien, je rappelle que les jours avant, j'ai travaillé comme réceptionniste à hôtel. L'après-midi d'avant, que j'étais au travail, à partir de 8 heures du soir, il y a mon bras gauche qui s'était endormi et je pensais que c'était un truc positionnel pour de travailler à l'ordinateur, que c'est un trou de position de la réception. Après, à 10 heures du soir, est venu un client en anglais, il m'a demandé un truc et je ne le comprenais pas. Je n'arrivais pas à m'exprimer avec lui en anglais. On ne s'est pas fait comprendre. Quand mon collègue de minuit est arrivé pour faire l'échange à la réception, j'ai dit, tiens, c'est le client de la 405, je ne sais pas ce qui arrive, qu'est-ce qu'il a en bouche, je ne le comprends pas. Alors, s'il descend, tout demande pardon parce que je n'ai rien pigé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, c'était rien d'urgent, mais je n'ai pas compris. Maintenant, je sais que ça, c'était des symptômes, qu'il y avait déjà des micro-AVC, que j'avais perdu un petit peu la possibilité de parler dans notre langue et que j'ai perdu aussi l'option de comprendre l'anglais à ce moment-là. C'était très limité, mais bon. Et le bras endormi, c'était un symptôme. Mais j'ai tout le temps pensé que c'était un problème de cœur. Comme j'avais été opéré de cœur, que j'avais un petit tachycardie, que je ne trouvais pas bien. Et j'ai pensé, bon, c'est pas grave, demain c'est mon jour de congé, je resterai chez moi. Et j'ai eu la chance parce que j'ai sorti de l'hôtel, j'ai pris ma voiture et j'ai 40 minutes depuis Benidorm jusqu'à chez moi, dans des routes de montagne. Et j'ai risqué ma vie sans le savoir parce que j'ai pris ma voiture et j'ai rentré 1 heure du matin chez moi, tranquillement. Je suis arrivée jusqu'à chez moi, je me suis couchée à dormir. Et le lendemain, quand je me réveillais, j'ai commencé à faire des choses à la maison, mon jour de congé, c'est bien. Et c'est là que j'ai commencé à me trouver un petit peu mal. Mais je pensais, ah, c'est le cœur. Et parfois, j'avais l'impression qu'il y avait un battement qui n'était pas correct. Peut-être un petit tachycardie, on va voir. Ah, je vais prendre une douche, je vais me relaxer. Et quand j'allais à la douche, j'ai porté un verre dans ma main et ça tombait. J'ai retiré les vitres et j'ai pris la douche. Mais là, j'ai eu la tête qui faisait un petit peu. J'ai décidé, je vais me coucher par terre parce que normalement, les froids, chez moi, ça faisait baisser les tachycardies. Alors, je me suis couchée par terre en train de dire, bon, ça va, je vais me coucher par terre 10 minutes avec les froids de l'écarlage. J'ai baissé les tachycardies, ça allait mieux. J'ai plus su me réveiller. Parce que, une fois que j'étais par terre, mon côté gauche du corps déjà ne réactionnait pas. Mais j'étais chez moi, tout seul, avec ma chienne, mon chat, pas de problème. J'attendais que mon petit copain revienne de son travail. Je n'avais pas mon GSM sur moi, malheureusement. Je l'avais laissé au bureau où j'étais en train de travailler avec l'ordinateur. Et j'ai dit, bon, pas de problème, j'attends que lui arrive. Et j'ai resté 4 heures tout seul comme ça, par terre, consciente. J'ai joué avec mon chat, pas de problème, mais sans plus. Comme mon arrivée m'a trouvé par terre. J'ai dit, tiens, ça va pas bien. Je ne crois pas que c'est le corps parce qu'il fait longtemps. S'il y a quelque chose d'autre, j'ai commencé à avoir un petit peu mal à la tête. Il a téléphoné au 112 pour demander un hélico parce que comme on habite très loin, pour me déplacer à l'hôpital. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'hélico. Et ils ont proposé d'envoyer une ambulance normale, non médicalisée. Et mon petit copain disait, oui, mais ne m'envoyez pas une camionnette, envoyez-moi un docteur. Et la fille de 112, avec mon âge, son unique obsession, c'est quelle drogue elle a pris. Est-ce qu'elle a pris de l'alcool? Est-ce qu'elle a pris des drogues? C'est pas normal que quelqu'un de 34 ans ait des problèmes. Il y avait déjà des problèmes pour m'exprimer.
Elle pensait tout simplement que j'étais droguée. Mon petit copain disait non, elle a des problèmes de cœur, elle prend des syndromes, que c'est l'anticoagulant qui peut faire des problèmes, que c'est ça qui a fait le problème de coagule. Elle prend le syndrome, elle a des problèmes de cœur, et envoyez-moi un médecin. Ils ne sont pas venus. La première ambulance qui est arrivée chez moi, qui en plus, elle n'a pas su arriver jusqu'à chez nous, c'est mon petit copain, il me laissait tout seul par terre, de partir au commencement du village à trouver l'ambulance pour les ramener jusqu'à chez nous parce qu'on habite dehors du village. Et là, les ambulanciers, ils ont peur et eux-mêmes, ils ont téléphoné l'autre ambulance qui avait c'est important, il faut venir ici. Cette fille n'est pas droguée, elle n'est pas bien. Eux, ils ne sont pas dit directement AVC, mais je crois qu'ils pensaient aussi quelque chose comme ça, mais ils ne l'ont pas dit. Ils m'ont monté dans la première ambulance. Oh, c'est le bordel. Amène 90 des patients par terre. Et il n'y avait pas beaucoup de place dans ma salle de bain pour me prendre. Il a fallu bouger. J'ai vu dans une petite maisonnette de campagne, il a fallu bouger la moitié des meubles pour que pour que le lit de l'ambulance passe, pour me mettre dessus, pour me sortir, pour mettre l'ambulance. Il fallait gros bordel. On est arrivé à la place de village et là, ils m'ont changé d'une ambulance à l'autre avec les docteurs. Et là, on est parti à l'hôpital. Il faisait plus de 5 heures que j'étais par terre. Ça va, j'étais consciente tout le temps. Je suis arrivée à l'urgence en train de parler. C'était le mois de juillet, 19 juillet. J'avais un petit short, un petit t-shirt au bretelles et mon GSM de la poche de mon short. On arrive aux urgences et je pense, je pense, tiens, je vais quand même téléphoner moi à ma mère pour lui dire, tiens, maman, je suis à l'hôpital. Parce que c'est moi qui le téléphone pour lui dire, tiens, je me trouve par terre. Les ambulanciers ne savent pas ce qui se passe. Elle est partie à l'hôpital. On ne sait pas ce qui se passe. Ça va être très dur pour mes parents. Mais quand tu rentres au box aux urgences, la première chose qu'ils font, c'est me retirer tous mes vêtements, me prendre mon GSM et tout, et les mettre ailleurs. Et je n'en sais rien de mes affaires. Je dis non, donne-moi mon GSM, je veux téléphoner à ma famille. Ah non, madame, ici, on ne peut pas téléphoner. C'est les box d'urgence, on ne peut pas téléphoner. Oui, mais je voudrais téléphoner à mon petit copain pour dire que je suis bien arrivée, et téléphoner à ma mère pour dire je suis bien maman, mais je suis à l'hôpital. On ne sait pas ce qui m'arrive, mais je suis à l'hôpital. Hors de question. Entre-temps, mon petit copain dort avec mes parents, ça je le sais après. Et pendant 5 heures, il n'y a personne qui a sorti pour le dire à mes familiers qu'est-ce qui m'arrivait. Alors, mon petit copain ne savait pas si j'étais morte ou vivante, comment j'étais, parce qu'il a vu que l'ambulance pensait que c'était quelque chose d'urgent, mais on ne savait rien de comment j'étais. Et quand il a décidé de demander chez les infirmiers de la salle d'attente s'il savait quelque chose de moi, oui, mais le docteur sortira vous dire, mais c'est pas normal, il fait beaucoup de temps, ma copine est là et tout. Et comme j'ai râlé tout en urgence, oui, donne-moi mon GSM, je dois téléphoner à ma famille et tout. Il y a un de mes infirmiers qui est passé derrière, qui a dit, tiens, c'est la folle qui gueule là-bas dedans, qu'elle veut son téléphone et qui dit, ouais, ça serait ma copine. Sûrement, c'est ma copine là. Et c'est comme ça qu'ils ont su que j'étais encore vivante et après, ça va, ils m'ont fait des preuves, ils ont vu que, évidemment, j'avais eu un AVC ischémique, c'est-à-dire qu'il y avait un petit coagule qui avait quelques veines dans mon cerveau. Un AVC ischémique aussi. Oui, et qu'il fallait attendre à voir comment ça se déroulait. Mais on m'a monté dans son chambre. Pardon. Ouais. C'est un petit peu enrhumé. Ouais. C'est pas la COVID, c'est un petit rhume de gorge, alors ça va. Ouais. Mais c'était dur parce que quand tu te réveilles dans le lit de l'hôpital, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus dur que ça ne va pas. Couche, je ne pouvais pas y aller aux toilettes, il ne me laissait pas me lever, mais je ne trouvais pas mal vraiment. Mais j'ai vu d'ailleurs que ma jambe gauche et mon bras gauche ne réactionnaient pas. Mais en réalité, personne ne te dit clairement, tiens, c'est paralysé, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Peut-être si tu fais de la réhabilitation, tu vas récupérer. Non, tu ne peux pas bouger de lit, on va te changer les couches, on va faire ci, on va faire ça. Il y avait le côté de la bouche qui était comme ça, j'ai bavé. Je me rappelle d'un copain qui est venu faire une visite, un ami, et que pendant qu'il parlait avec moi, assise, il me retirait des mouchoirs à la bave. C'est aussi très dur à se dire, ah, attends, je suis bien, je suis moi,
je suis consciente, mais il doit me retirer la baffe, il doit me changer les couches, je ne peux pas bouger, je ne peux pas manger tout seul, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand même si mon cerveau était moyennement bien, il y a quelque chose qui vraiment ne va pas. Et après, c'était très vite, 8 jours après, allez, au revoir, on ne peut plus rien faire, on t'envoie chez toi. 8 jours, sans avoir vu même pas un kiné, personne. Je ne comprenais rien. Personne ne m'avait rien expliqué. On a même pu retourner chez nous, chez mon petit copain et moi, parce que à la montagne, c'était hors de question, parce que mon petit copain devait aller travailler et je ne pouvais pas rester ici tout seul à nous enfermer. Et dans la maison du village qu'on avait, c'était une maison à 3 étages, avec des escaliers, avec la chaise roulante, aussi hors de question. Alors, je devais rentrer chez mes parents directement, parce que mon père était assez vite, a mis des petits rangs pour les escaliers. Dans mon ancienne chambre, il a cassé en partie de la porte de la salle de bain pour que je puisse rentrer avec la chaise roulante de la salle de bain, au moins pour essayer d'utiliser les toilettes. Heureusement, bon, on a trouvé un kiné qui pouvait venir chez mes parents une fois par semaine pour me faire les premières sessions de kiné, pour m'apprendre à me lever et à faire des transferts de la chaise roulante au lit, de les lits aux chaises roulantes, parce qu'ils m'envoyaient de l'hôpital à la maison sans même pas être capable de moi de me lever de le lit et de me transférer à la chaise roulante. Rien. Alors, c'était très dur. Déjà, je te dis, je suis très grande, difficile de bouger. Alors, à 34 ans, à mes 90, 100 kilos, sans pouvoir bouger, sans pouvoir marcher, faire. Et des choses qu'à ce moment-là, je n'étais pas consciente, mais les dégâts émotionnels. J'étais complètement bouleversée. J'ai pleuré tout le temps pour un non et pour un oui, pour tout. T'as pas eu des antidépresseurs? Rien. Non. En plus, c'était même pas, on ne peut même pas dire que c'était une dépression. Après, j'ai eu la chance que j'ai eu mon AVC le 19 juillet. Les mois septembre, fin septembre, j'ai pu être dans une clinique consortée avec la Sécurité sociale espagnole qui est spécialisée en dommages de cerveau, qui est proche d'Alicante, Casa Verde. Et là, j'ai resté pendant 8 mois. Et là, j'avais une équipe multidisciplinaire complète, un logopède, enfin, en français, un orthophoniste, c'est-à-dire un orthophoniste, kiné, les thérapeutes occupationnels, Thérapeute, RO? thérapeute, oui, c'est ça, l'ergothérapeute, et surtout, très important, un neuropsychologue. C'est-à-dire un psychologue spécialisé en le cerveau qui commence qui voit avec les tacs où est-ce que tu as eu les dommages et qui commence à te faire toutes les preuves pour voir si ta logique, ta mémoire est bien. Et au niveau émotionnel, commence à te faire comprendre ce qui t'est arrivé et te faire prendre des aptitudes pour te ressarcir. C'est elle qui m'a appris à accepter, oui, ça m'est arrivé à moi, c'est malheureusement, tu es vivant, c'est bien. Et maintenant, tu vas plus avoir la même vie qu'avant, tu vas avoir une vie différente. Et j'ai eu la chance que depuis les 2 mois après, la première neuropsychologue que j'ai eue, elle m'a fait comprendre assez vite et très bien ça. Tu n'as plus la même vie qu'avant. Hein. La vie a changé, ta vie différente. Comme les gens qui passent un cancer et qui sont des séquelles pour le cancer, tu as des séquelles pour les dommages de cerveau. AVC, tu vas avoir des séquelles, ta vie différente. Ça veut dire que tu as une nouvelle carte et c'est à toi de choisir et de décider qu'est-ce que tu veux faire avec ta nouvelle vie. Chose que je les remercie énormément parce que c'est ça qui m'a fait le plus vite me récupérer aussi. Ces côtés émotionnels que parfois, quand tu dis, ils te donnent des antidépresseurs. Oui, mais ce n'est pas une dépression parce que, oui, de façon synaptique pour le cerveau, peut-être il y a des choses qui ne vont pas, mais chez moi, ce n'était vraiment pas une dépression. C'était, il fallait assumer que la vie avait changé et que maintenant, il fallait faire avec les nouvelles cartes que tu avais en main. C'est des cartes différentes et il faut faire avec ça.
chose, parce qu'on est toujours content avec notre vie d'avant, on est Mhm. toujours content avec notre travail, notre sortie, notre liberté d'avant. On avait une belle vie. Mhm. Si tu fais vraiment une étude sur ta Oui. vie d'avant, sûrement, il y avait quelque chose qui n'était pas bien et c'est ça qui a fait l'AVC. Chez Ouais. moi, c'était l'alimentation et le stress Mhm. qui a fait que, par faire attention à pas avoir tous les médicaments, et Ouais. laisser ça pour demain, faire plus attention au travail qui à ma santé, c'est Mhm. ça qui a provoqué mon AVC. Mhm. Mais Il y a- il y a- maintenant que j'ai 44 ans, je suis consciente que je suis plus heureuse maintenant, 4 ans après mon AVC, qu'avec 34 ans avant mon AVC. Mais c'est un processus d'intérioriser et Ouais. émotionnel à comprendre et à suivre. Ouais. Chose qui n'est pas évidente, qui est pas simple à faire. Mhm. Ouais. Oui, il y a peu non. Il y a des docteurs qui ne croient pas que le stress peut provoquer l'AVC. Je ne sais pas si tu es tombé sur des médecins comme ça. Ah non, 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 il ne dit jamais que le stress il faut comprendre qu'avec un système de travail capitaliste tel qu'on est dedans et qui Ouais, nous pressionne à faire de plus en plus, à plus donner pour le oui, boulot, à être tout le temps oui. là, et il ne peut pas se permettre au niveau de santé de reconnaître que le stress fait des Mhm, problèmes tellement graves comme un AVC. mhm. En plus, ils te disent des problèmes cardiaques. Tout le monde pense des problèmes cardiaques, c'est des problèmes de cœur. Oui, je vais avoir un infarctus, mais malheureusement, les 80% des fois, ce n'est pas un infarctus, c'est un AVC. Mhm. Ouais. Surtout chez les femmes. Ça, on le dit, on n'entend pas avant. Ce que tu ne pas des associations et des trucs de dommages au cerveau, tu n'entends jamais qu'il y a plus de femmes qui souffrent d'AVC que des hommes. Ah, ok. Je ne savais pas. Oui, oui, il y a des études, on peut dire qu'on est 60 ou 40. Il y a Ok. 60%, et oui, c'est la maladie qui fait plus de dégâts chez les femmes, plus que les cancers du sein. Mais ça, il n'y a Ah, personne qui dit. ah Oui, oui, oui. oui. Ah. Je sais que la première de handicap, une des premières. Une des premières causes d'handicap chez le monde, c'est l'AVC, oui. Ouais. Oui, 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 c'est comme ça. Et il y a plus de possibilités si tu es une femme que si tu es un homme. Pourtant, qu'on parle on pense socialement à des maladies liées à des risques cardiaques, maladies cardiologiques. On pense que c'est les hommes qui sont tout le temps des infarctus. Mm. Oui, peut-être c'est les hommes qui sont plus infarctus carrément musculaires au cœur, mais les AVC, que c'est les accidents cérébrovasculaires, il y a plus de femmes que d'hommes. Mm. Ok, bien. Et c'est ça, une fois que tu rentres ici, c'est tout un monde ouvert qui s'ouvre, toutes les options. J'ai eu la chance parce que, comme je dis, j'étais resté 8 mois dans cette clinique privée concertée, c'est-à-dire c'est la Sécurité sociale espagnole qui payait. J'ai Mhm. resté 8 mois avec une équipe complète multidisciplinaire et eux m'ont fait comprendre qu'après ça, qu'après eux, c'était pas fini, qu'ils n'allaient pas sortir. C'est une option de que tu penses, oui, je sortis de l'hôpital, je serai complètement. Non, ça c'est pour le reste de notre vie. Il y a des séquelles moins fortes, plus fortes qui restent, mais c'est autant que tu es vivant, tu vas traîner tes séquelles. Mm. Il y a toujours moyen de travailler, va sûrement améliorer beaucoup. J'ai vu en 10 ans, je ne suis pas la même qui fait 10 ans. J'ai normalisé beaucoup des activités de ma vie et c'est bien, il y a moyen de faire beaucoup de choses, il y a moyen de récupérer, même 10 ans après, un petit peu la main. C'est bien, c'est magnifique. Je n'ai pas perdu. Je sais qu'elle n'est pas fonctionnelle, mais moi, oui. Mm. J'ai dit aussi, les paroles sont très fortes. J'ai dit, oui, maman n'est pas fonctionnelle. Mais moi, oui, je suis fonctionnelle. C'est une différence très grande, je trouve. Oui, les paroles, enfin, ce qu'on dit, c'est très important parce que Ça va influencer notre cerveau et la capacité que notre cerveau va avoir de réagir ou pas.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que les premiers docteurs te disent, oui, tu ne vas pas bouger, tu ne vas pas marcher plus jamais. oui, oui. D'accord. C'est Et pas c'est d'accord. et c'est eux qui aggravent la maladie. Oui, Alors que parce qu'en fait, s'ils une chose que tu as disaient, dit, quelqu'un avec la batte blanche, avec la chemise blanche, a plus d'importance qu'une chose oui, que te dit quelqu'un d'autre. mmh, c'est ça. Combien de temps tu as été en fauteuil roulant? Oui, moi. Oui. Et Juste le temps que j'étais en résidence à la clinique, les 2 derniers mois que j'étais en clinique, c'était là que j'ai commencé à donner mes premiers pas. ah! Chose aussi incroyable, ça, je ne m'attendais pas du tout. Je n'avais pas beaucoup de problèmes avec les fauteuils roulants. Ce n'était pas la séquelle la plus forte. Ça va, je me débrouillais encore avec ma main droite et mon pied droit à bouger avec les fauteuils. Ce n'était pas très dur pour moi. Concevoir rester ma vie en fauteuil roulant, c'était pas. Il y a beaucoup de gens qui vivent roulantes et qui sont en belle vie. Mmh. C'est dérangeant parce que la société n'est pas adaptée pour, Oui. mais ce n'est pas mortel. Mmh. Moi, je l'ai senti comme ça. Ce n'est pas mortel, d'accord, si on est en fauteuil roulant, oui, mais on va apprendre à vivre avec les fauteuils. Il y a moyen. J'ai eu la chance, 8 mois après, mes kinés, ils m'ont réappris à marcher. J'ai commencé à marcher sans les fauteuils, chaque fois plus, chaque fois plus. J'ai passé directement sur les fauteuils sans béquilles, sans rien, à Mmh. marcher, avec un manque d'équilibre plutôt psychologique. Je devais Ah. toucher un mur, même ça m'aidait à récupérer l'équilibre. Je ne Ah comprends oui? pas pourquoi. Je ne peux Oh! pas comprendre pourquoi, mais c'était psychologique. C'est avoir un point de repère, Mmh. l'équilibre se récupérer un petit peu. Oh! Je ne suis pas spécialiste pour comprendre pourquoi, mais chez moi, ça marchait. Ah! Moi, je crois que la séquelle la plus dure après avoir été à l'hôpital, c'est quand je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon portable, je lis normalement, je lisais dans mon portable. Non, je lis dans l'e-book, mais avant, je lisais dans mon portable. Et j'aime beaucoup lire. Alors, je vais mon portable, je vais un des bouquins de Game of Thrones que j'étais en train de lire à ce moment-là, pour suivre. Là, c'était les coups masseux. Là, j'ai pleuré, j'étais mal, parce que je n'étais pas capable de lire 2 lignes de suite. Ah! Je comprenais ce que je disais, mais je ne retenais pas. Alors pour Mmh. moi, ça, pas marcher, c'était pas grave. Pas lire, c'était horrible. Mmh. C'était pas acceptable. Ouais. Heureusement, grâce à la neuropsychologue et tout, il m'a dit non, non, prends un bouquin que tu as, pas un nouveau bouquin, prends un bouquin ancien que tu as lu, que tu te rappelles encore plus mal comment ça va l'histoire, et recommence à lire là. Et si c'est possible, recommence à lire pour que c'est plus pratique qu'un portable qu'il faut ouvrir avec ta main, tenir avec la chaise roulante, c'est pas évident. Ouais. Un bouquin en papier, peut-être c'est simple, un bouquin de poche, plus simple à bouger. Et comme ça, j'ai repris des anciens bouquins que j'aimais bien en bouquin de poche. Et j'ai commencé à lire et j'ai vu qu'il n'y avait pas de problème, que Mmh. j'étais capable de suivre l'histoire. J'ai commencé à m'acheter un nouvel bouquin. Et j'étais très Mmh. contente. Pour moi, ça, c'était un plus important que marcher. Mmh. Oui, 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 c'est ça. On a, Mon rôle, c'était, c'est plus important que ma marche. Parce que, la société pense, enfin, une partie de la société pense qu'on est bête, si on parle lentement, si on perd nos mots et voilà. Je sais pas ce que c'est. oui, oui, j'ai dit. Moi, je ne connaissais pas la séquelle de la fascie jusqu'à que j'étais dans cette clinique-là. J'ai des copains avec la fascie que j'ai appris comment avec eux, comment faire, comment laisser le temps qu'eux, ils trouvent ses propres mots, de ne pas interrompre, c'est de laisser le temps de prendre ses propres mots pour qu'ils s'expriment à son rythme, à sa façon. Parce Mmh. qu'on a tendance comme société d'essayer de remplir les mots qu'on pense que la personne va dire, et ça Oui. embrouille plus la personne. J'ai une femme qui fait tout, enfin une femme de ma famille
et qui fait tout le temps ça et ça m'énerve. Ça m'énerve. Je peux pas chercher, je peux plus chercher le mot dans ma tête et ça m'énerve. Voilà. Mais c'est un problème d'éducation. Il faut éduquer aux gens de qu'est-ce que c'est la fascie, et comment aider, pas comment mettre des bâtons dans les rues. Mais il faut faire tellement d'éducation sociale, Oui, familière, des amitiés. oui, C'est évident. Après, aussi, il faut assumer. Amitié, il y a énormément de gens qui tombent dans les schémas et que tu le mets. oui, On pensait qu'on avait les meilleurs copains du monde et d'un coup, on est tout seul. oui, oui. Et c'est quand on a un accident grave comme ça qu'on voit qui sont nos vrais amis. Oui. Et voilà. Oui, j'ai dit en espagnol, pierdes lastre. Lastre, c'est ça que tu jettes les bateaux quand le bateau va couler, tu jettes les trucs qui ne sont pas servibles les bateaux pour que les Ah, bateaux restent. C'est ça, c'est les gens qui n'étaient pas oui, vraiment importants se perdent dans les schémas. Heureusement, ça fait aussi beaucoup de oui, mal émotionnel. Te déstabilise parce que tu pensais que oui, d'accord, je vais. Parce que tu as envie de faire les choses comme avant. Tu as envie de sortir prendre un café avec tes copines. Tu as envie d'aller t'acheter des vêtements avec quelqu'un. Pas tout le temps avec ta mère ou ton compagnon, sinon avec une copine comme tu faisais avant. Et d'un coup, il y a un vide, il n'y a personne. Et c'est dur à assumer, dur à dire merde. Je me trouve encore moi. D'accord, il y a des difficultés où je vais en chaise roulante, où j'ai des marrements, où j'ai des difficultés à me décider vite, ou parfois je pleure parce que émotionnellement, je ne trouve pas bien. Et les gens ne savent pas comment te traiter. J'ai de tout. J'ai des gens, j'ai des copains qui restent encore là depuis tout le temps et qui m'ont dit non, 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 Noémie, tu es encore la même personne, on est encore avec toi. J'ai eu beaucoup de copains, j'ai la chance, j'ai pas mal de copains de Belgique qui ont fait le voyage pour me venir voir quand j'étais à l'hôpital. Oui, oh, j'ai vraiment, oui, oui, j'ai c'est vraiment chaud. la chance parce que je reconnais que c'est pas vite. De la même façon que j'ai eu des copines qui habitaient ici dans ma région, qui sont même pas venues me faire une visite. J'ai des copains de Belgique qui ont fait les voyages de Bruxelles à Alicante pour venir me voir à l'hôpital et passer 1 ou 2 jours avec moi, avec des copains. Et je remercie beaucoup. Vraiment, j'ai eu la chance, j'ai eu de très belles personnes aux alentours. Et ça, c'était très bien. Et une chose aussi, oui, ici, je ne sais pas si partout va égal, je suis beaucoup de chance et ici, la sécurité sociale, comme c'était en train de m'arriver, évidemment, 3 mois après, l'hôtel m'a dit au revoir, on ferme ton contrat, tu n'es plus chez nous. Mais j'étais encore dans le réseau de la sécurité sociale espagnole, alors j'ai passé le tribunal médical pour décider si j'étais encore en option de récupérer mon poste de travail ou si j'avais une pension pour invalidité. Et j'ai eu la chance que j'ai passé plusieurs fois pour le tribunal médical et j'ai eu une pension pour invalidité. C'est-à-dire que je ne peux plus jamais travailler, mais en même temps, une petite assurance économique que je touche en pension tous les mois qui me permet de respirer, Oui, oui, payer mon kiné, mes réhabilitations et tout ça. Chose qui n'est oui. pas mal, parce qu'en plus, tu dois retrouver un travail parce que tu ne peux plus faire le travail d'avant, un travail différent, tu dois te remettre et tout. C'est encore plus difficile. Oui. Combien tu touches? C'est pas. C'est... Assez. Je touche plus qu'en travaillant. Parce que j'ai eu Ah la ouais? chance. Ok. Oui. Non, je suis curieuse parce que en Espagne, enfin, en France, par exemple, je touchais enfin, il y a 5 ans, je suppose que ça a augmenté, mais je touchais 900 euros. Je 900 dirais, euros, c'est pas mal, hein? Enfin, pour moi. en Euh, France, c'est peu.
La France est plus chère, en Espagne encore, mais en France, oui, c'est Oui, tout oui, juste pour payer ton kiné et très peu de thérapie. oui, oui, oui. Ici, j'ai eu la chance parce qu'il y a plusieurs étapes. Tu peux avoir une incapacité partielle, totale, absolue, grande invalidité. Alors, j'ai eu la chance que ils m'ont donné parce que maintenant, émotionnellement, j'arrive à parler et tout. Mais les 2 premières années, je n'y arrivais pas du tout. J'ai commencé à parler, qu'est-ce qui m'arrivait, j'ai pleuré. Tu en compte que je travaillais à la réception d'un hôtel avec le public et je n'étais pas capable de personne. Émotionnellement, je n'étais pas stable. Je ne faisais que pleurer et pleurer et pleurer. Alors, ce n'était pas possible pour moi. Et psychologiquement, j'étais très mal. Ce n'était pas possible pour moi de récupérer mon travail. Alors, j'ai eu la plus grosse, que c'était la grande invalidité, qui était 150% de mon salaire fixe. Alors, ça va. Ah, c'est calculé en fonction de ton salaire. C'est calculé en fonction. Ici, c'est 50%, 100% ou 150% en fonction de ton salaire. Ok, ok. En France, c'est pas comme ça. Je pense. C'est 900 euros pour les gens qui ont plus de 80% d'invalidité. Non, ici, les pourcentages de discapacité va ailleurs. La validité, c'est. En plus, c'est vrai qu'avec les dommages au cerveau, c'est très difficile à estimer parce qu'il y a une partie psychologique, une partie émotionnelle et une partie physique. Oui. Et c'est pas. Oui, d'accord. Oui, tu as un main corps pour pouvoir taper à l'ordinateur, oui. Mais je ne peux pas faire comme avant avec les clients. Je vois mal changer à 6 langues différentes d'une à l'autre avec la vitesse que j'en avais avant mon AVC. Émotionnellement, maintenant qu'ils sont passés 10 ans, je suis plus stable, je peux parler de ça tranquillement. Les premières 2 années, j'étais incapable de parler. J'étais pleurer, pleurer, pleurer tout le temps. Non, c'était affreux. Émotionnellement ou par rapport aux neurones que tu avais perdus, émotionnellement, non? Oui, c'était un problème. D'ailleurs, j'ai appris avec la neuropsychologue et avec l'orthophoniste à couper, quand j'ai commencé à pleurer comme ça, de prendre une bouteille d'eau et voir, quand je voyais, faire une activité différente à ça que c'était vouloir répondre à ça que m'avait posé comme question, couper carrément les pleurs. Et pour moi, l'activité à côté, c'était boire de l'eau. J'étais tout le temps avec un petit bouteille d'eau et quand je voyais que je n'arrivais pas et que ça allait commencer les pleurs en chaîne comme ça, j'ai buvais un petit gorgée d'eau et ça coupait les pleurs continuent et je pouvais récupérer un petit peu plus la conversation et peut-être répondre à ce que la personne m'avait posé comme question. Pas parce que je ne trouvais pas mes mots, parce que c'était les verbaliser, c'était très dur. Reconnaître que j'ai perdu toute mon indépendance, toute mon option de choisir, de décider pour moi-même et de faire, c'était très dur. Oui. Alors, après la clinique, je suis rentrée à nouveau chez moi et j'avais trouvé entre-temps une association à la ville d'Alicante, que c'est la capitale de ma région, et c'est plus ou moins en transport comme de chez moi 1h30. Et j'ai pu commencer à aller à cette association pour continuer à recevoir des thérapies qu'il fallait. Neuropsychologue, kiné, orthophoniste. Et l'association m'a donné plus d'options encore, que c'était faire des trucs hors de la réhabilitation, c'est-à-dire des classes de danse, faire un petit peu de volontariat, aller aux écoles à expliquer comment ça m'arrivait l'AVC et tout. Et c'était cette notion de faire des volontariats, être utile pour la société, faire des choses pour les autres qui m'a vraiment aidé émotionnellement. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai passé 8 ans dans cette association. Maintenant, depuis 2020, pour la pandémie et tout, je n'y vais plus. J'ai passé 8 ans dans cette association. Au commencement, j'allais 2 jours par semaine
Après, j'ai laissé manquer un jour, mais ça m'a fait vraiment du bien, connaître les autres gens, de développer et tout. Et après, je trouve que ça qui m'a fait le mieux chez moi, je suis une personne très bavarde. Et j'ai eu la chance que je peux encore m'exprimer et exprimer le sentiment qu'on avait comme, on ne peut même pas dire malade, parce que ce n'est pas maladie. On souffre de séquelles, mais on n'est pas malade. Oui. Pas malade parce qu'on ne va pas se soigner. On souffre des séquelles de l'AVC. Alors, mais pouvoir partager ça avec des autres personnes qui ont souffert la même chose, ou expliquer aux familiers, pour les gens qui n'arrivaient pas à s'exprimer également, comment se sentait la personne qui l'a souffert au niveau familial. Oui. Ça, on dit, les docteurs ne savent pas s'exprimer. Tu n'arrives pas à t'exprimer non plus avec la famille. S'il te plaît, laisse-moi un petit peu d'espace. Laisse-moi essayer à moi. Je sais que je suis lente à m'habiller, que pour m'habiller, j'ai besoin d'une demi-heure ou 40 minutes pour m'habiller complètement. Mais si tu ne me laisses pas essayer, je ne vais jamais m'habiller tout seul. Ouais. Ça arrive, j'ai vu que ça arrive chez beaucoup de fois, surtout quand les familiers, est plus simple, je t'habille, je te mets les t-shirts, les pulls, allez, les pantalons, allez. Et on part parce qu'on est chez le docteur, parce qu'on a fait ci, on a fait ça. Et il ne laisse pas à la personne qui a souffert l'AVC le temps carrément pour s'habiller. Comme j'étais consciente, j'ai dit non. Alors, j'ai demandé tout le temps à mon petit copain, à quelle heure on est là? À 9h. Alors, si on est à 9h, je vais me lever, je vais mettre mon réveil à 7h30 parce qu'à 8h, je vais être levé pour commencer à m'habiller, pour être habillé, pour partir d'ici à 8h30, pour être là-bas à 9h. Mais si tu ne laisses pas que la personne fait tous ces processus, au moins qu'il choisit les processus, d'accord, je dois te laisser 40 minutes pour t'habiller. Je suis là pour si tu as besoin de quelque chose, mais je te laisse. Si tu as besoin, je suis là, mais essaye. Et ça, beaucoup de familles ne le font pas. C'est plus simple de t'habiller en courant et allez, on parte. Et je dis s'habiller comme décider qu'est-ce qu'on va manger cette semaine. 1000 choses. On perd de l'option de prendre des décisions dans notre propre vie. Et c'est... Oui. Il faut aussi comprendre que pour les personnes qui sont autour familiers, c'est un très gros charge émotionnelle aussi. D'un coup, c'est eux qui doivent assumer économiquement sûrement toute la charge de la maison. Tous les pouvoirs de décision aussi, ils doivent décider pour toi, tes problèmes médicaux, ce que tu as besoin. Eux, si en plus dans la famille, comme ton cas des enfants ou pas, pour les enfants, pour toi, pour la maison, ils doivent décider pour tout. Alors, si on cherche aussi, on surcharge, en plus de la surcharge physique de t'aider, physiquement, si tu es encore, si tu n'es pas très vite et tout ça, tu n'arrives pas à faire les choses pour toi-même, c'est t'aider physiquement, et la surcharge mentale et émotionnelle de tout recevoir pour eux-mêmes. Et en plus, eux, la famille, ne reçoit pas de thérapie. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ah oui. Tu crois qu'elle devait prendre, que tes parents devraient prendre une thérapie psychologique, oui. Ouais. Une aide psychologique pour devenir un psychologue, un neuropsychologue qui les explique. Bêtement, comme disait ton familier qui te coupe tout le temps parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce que c'est la facile et qu'est-ce qui t'aide ou qu'est-ce qui ne t'aide pas. C'est vrai qu'il n'y a aucun orthophoniste qui est assis vraiment avec tes familiers qui s'expliquait, oui, et Alexandra en a facile, alors il ne faut pas la couper quand on essaie de trouver ses mots parce que sinon, vous l'avez fait tout son lignée de pensements qu'elle a besoin pour parler de nous mieux. Alors ça, c'est thérapie aussi. Donner l'information, pour moi, c'est une façon de thérapie. Bien que mes deux parents avaient un rendez-vous tous les mois, tous les mois, toutes les 2 semaines, avec le médecin rééducateur pour leur dire oui, Alexandra a progressé en ça. Oui, mais tu veux dire, il les donne les informations des progressions que tu as fait. Oui. Il ne les donne pas des outils pour comment puisse t'aider mieux. C'est-à-dire, oui, pour oui, une amie va avoir des problèmes pour s'exprimer parfois parce que les émotions vont la surpasser.
il va falloir laisser du temps de se retirer de la salle, parce que peut-être il y a trop de gens, il n'arrive pas à parler, à suivre la conversation de tout le monde. Se retirer de la salle, d'avoir 10 minutes pour être tout seul, prendre se relaxer et après, elle va pouvoir revenir pour continuer à parler, pour continuer la conversation dans la fête ou dans le dîner, tout simplement. Il faut lui donner un certain temps ou elle va avoir besoin de dormir plus parce qu'elle va être plus vite fatiguée qu'avant parce que le cerveau se fatigue plus vite, alors tu as besoin de dormir plus. Ce n'est pas parce qu'elle est fainéante, sinon parce que son cerveau est trop fatigué et elle a besoin de récupérer en dormant. On ne peut pas appeler ça thérapie, oui, mais je crois qu'ils sont en manque d'informations qui reçoivent des personnes. On devrait, nous qui avons un AVC, on devrait aller au centre de rééducation pour leur dire. Moi, par exemple, j'ai une aphasie, je souhaite qu'on me laisse le temps de parler, faire mon chemin de pensée, comme tu as dit. Et eux, ils ne savent pas, bien sûr, et ils lisent des trucs, des études sur les gens qui ont fait un AVC, mais ils ne savent pas ce que ressentent les AVC, la pratique. C'est pour ça que ce moyen de communication est très important. Moi, à travers l'association, j'ai travaillé à la clinique où j'étais invitée à faire des speeches au lycée, parfois quand c'est les jours internationaux de l'AVC ici, que c'est le 26 octobre en Espagne, enfin, le 26 octobre, les jours de tous ici au moins, et on fait parfois des speeches dans des grosses salles. J'étais invitée pour la clinique où j'étais pour expliquer ça, comment c'était mon parcours, comment je me sentais. Et je dis tout le temps, c'est l'exemple que j'ai mis avant. Pour comprendre comment se sent, c'est tu as la pire cuite de ta vie. Ton cerveau est tout embrouillé. Tu as envie que de dormir et que te laisse tranquille. Tu te mets dans un coin et que te laisse tranquille parce que vraiment, tu as mal à la tête, tu te trouves mal, ton cerveau va lent et tu as participé dans un concours de réponses dans la TV. C'est l'impression que j'avais vraiment, c'est ça. Je suis dans un niveau, au niveau alerte, je ne trouve pas bien. C'est comme si j'étais bourré, ou comme si j'avais un goal de boire le lendemain d'avoir été bourré. Et il me demande de faire mon maximum à 200%. Et j'ai l'impression que je n'arrive pas. Quand j'expliquais ça un jour dans un des speaks, il y a un famille qui est venu et me dit, tiens, je pensais que tout simplement mon père était fainéant, qu'il ne voulait pas essayer. Je n'avais jamais pensé que son sensation c'était comme d'être bourré et que c'était pour ça qu'il prenait le temps pour nous répondre à les questions et qu'il avait envie de dormir et tout ça. Alors, jusqu'à que les gens non concernés comprennent, c'est difficile à qu'ils se mettent dans notre peau. Oui, oui, oui. Et les gens dépressifs aussi, ils n'ont pas envie, ils n'ont rien envie de faire. C'est pas parce qu'ils sont fainéants, c'est parce qu'ils sont dépressifs. C'est comme, c'est ma mère, oui, mais bouge ta main gauche. Oui, maman, mais c'est pas qu'il n'y a rien de cassé. Parce que c'est pas, il y a beaucoup de gens, oui, si tu vas faire le kiné, tu vas faire ci, ça va y aller mieux. Mais non, il n'y a rien de cassé. Mon os n'est pas cassé, mon muscle n'est pas cassé. Il y a mes neurones qui sont restées mortes, qui ne donnent pas les ordres. Alors, ce n'est pas un problème de que je ne veux pas la bouger. J'ai vu la bouger, mais j'essaie de me concentrer à l'ordre et l'ordre ne se fait pas. Oui. Parce que les connexions ne sont pas branchées. Oui, alors, ta mère t'a dit ça? Oui, ma mère continue à penser 10 ans après que je ne bouge pas maman parce que je ne veux pas. Oui. Que je n'ai pas récupéré maman par ma volonté, on pourrait dire fainéante ou pas, oui, parce que je n'ai pas essayé assez, j'ai pas. Et c'est dur aussi à comprendre, oui, mais non, j'ai essayé tout le temps, oui, j'arrive à bouger un petit peu mon bras, j'arrive à faire des choses, mais maman n'est pas fonctionnelle. Oui. Il n'y a pas de problème, je l'aime beaucoup, elle est à moi, mais elle n'est pas fonctionnelle. Moi, je suis fonctionnelle. Avec ma main droite, avec des adaptations, avec n'importe quoi, je peux faire tout ça que je me propose, je suis assez fonctionnelle. Bon, comme je disais, j'ai eu la chance, j'ai un soutien économique au niveau de ma pension qui me permet de ne pas devoir me casser la tête à chercher un travail
incorporer le monde du travail autant qu'handicapé et essayer de tenir et sortir de la maison tous les jours, que je reconnais que c'est très dur aussi. Et aussi, j'ai eu comme on habite très loin de la montagne, j'avais besoin de récupérer l'option de conduire à nouveau, de rouler à nouveau avec ma voiture. Alors, 5 ans après de mon AVC, en 2016, 5 ans après que j'étais déjà un petit peu plus stable, que ma neurologue a dit qu'elle me trouvait déjà bien pour commencer. J'ai cherché une auto-école avec une voiture adaptée pour essayer de faire des classes pratiques, à voir si j'étais vraiment capable de rouler, surtout de rouler avec trafic normal, c'est-à-dire de rouler sans cogner personne, en faisant tous les démarches, tous les stops et tout, et pas être un danger pour moi et pour le reste. Et je préfère, j'ai renouvelé mon permis de conduire avec Trafico ici, avec l'entité en Espagne qui régule ça. Et je me suis acheté une voiture automatique et j'ai un poumon, un volant qui m'aide à conduire avec une seule main. Et depuis 2016, j'ai conduit ma voiture et je peux faire des choses. Alors, si conduire ma voiture m'a donné des options, j'avais plus d'options à faire et décider qu'est-ce que je voulais faire moi. Pas seulement l'association, revenir à la maison, revenir à la maison et bouger dans la ville d'Alicante les transports communs, sinon, d'un coup, j'ai l'option de, je peux prendre ma voiture et aller non limite là où j'ai vu. Et c'est à ce moment-là, je veux dire, faire des trous de volontariat avec les gens. Et dans l'association Alicante où j'y vais, il y a un truc très intéressant que c'est les groupes d'aide mutuelle. C'est-à-dire, c'est comme les concepts qu'on voit des films américains, des alcools anonymes, des réunions où tout le monde a un même problème et partage son expérience sur ça. La même chose, mais avec des gens qui ont souffert un AVC. Alors, à l'association d'Alicante, c'est la neuropsychologue qui faisait ça avec nous. Et j'ai dit, putain, ça c'est intéressant, mais il y a un petit un neuropsychologue, un thérapeute qui fait la réunion, quand je trouve que même si elle travaille depuis des années avec nous, qui connaît parfaitement notre symptôme, notre séquelle et tout, elle ne peut pas se mettre dans notre chaussure. Alors, j'ai dit, est-ce qu'on fait nous-mêmes ça? Alors, en 2017, quand j'avais déjà ma voiture, et j'ai connaissé des autres associations qui ne faisaient pas ces trucs, la neuropsychologue, je me suis proposé à l'association à Murcia. Murcia, c'est à 150 km de chez moi. Hein. C'est-à-dire que je fais 150 km de chez moi pour aller faire une réunion de 2 heures et je fais 150 km de retour chez moi. 300 km par jour. Et quand je reviens, je suis tannée, je suis morte. C'est pour être réveillée de conduire 300 km en un seul après-midi, c'est dur pour moi. J'arrive à le faire, mais après, je sais que le lendemain, je suis morte. Je ne peux plus rien faire. Les jours d'après, c'est non, je suis à la maison, je reste au lit, tranquille, rien, parce que c'est une activité qui me réclame beaucoup d'énergie. Et j'ai commencé à faire ça en 2017 à l'association de Murcia. Et c'était très agréable de connaître les gens. On va un jour par mois, on fait ça un après-midi par mois. Maintenant, on fait les derniers dimanches, les derniers lundis de chaque mois, c'est-à-dire lundi, maintenant c'était lundi 28 mars que je vais aller à Murcia et je vais revenir. Et on est 7-9 personnes qui on a eu tous des AVC différents. Il y a des gens qui ont des accidents de voiture, accidents en vélo, des tumeurs au cerveau, il y a toutes les sortes de dommages au cerveau. Et entre nous, et les différents âges, entre nous, on se parle de comment on assume, comment on fait jour à jour, comment les petites expériences, les petits trucs pour mieux faire des choses. Bêtement, en février, le dernier rendez-vous qu'on a eu, il est venu une fille nouvelle, qu'elle a eu un accident, elle est tombée dans le 12e étage. Alors, c'est un traumatisme. Physiquement, elle n'a rien, mais sa mémoire est complètement perdue. Okay. Alors, elle dit, je ne sais pas y aller tout seul nulle part parce que je ne sais pas où est-ce que j'y vais. Je dois dépendre tout le temps chez ses parents. Elle dépend complètement de sa mère. Mais elle a 39 ans
Elle habitait avant tout seule, elle avait son boulot, un petit copain à sa maison. Elle venait retourner chez sa mère, elle est complètement dépendante de sa mère, pour tout. Et en parlant, je disais, tiens, ça c'est bien, mais tu as partagé de suivre un agenda et noter ça que tu as fait chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu lis ton agenda et comme ça tu sais si tu es allé quelque part ou pas et tu ne dépends pas de ta mère. Elle n'avait pas pensé, il fait un an seulement qu'elle a eu son action, elle n'avait pas pensé encore. On se donne des petits conseils, si ça, et ça marche mieux entre nous. Si on a des conseils entre nous, c'est pas un thérapeute qui te dit des choses, c'est quelqu'un qui a souffert, on peut dire, une chose pareille à toi. Alors, c'est plus simple d'assumer que la personne qui te dit de façon bienveillante, sans aucun jugement. Surtout, c'est ça, sans aucun jugement, sans envie de te protéger de plus, sinon, on va te donner les outils pour que tu te débrouilles mieux, pour que tu essaies d'être plus indépendant chaque jour. J'ai fait Stella Murcia, j'ai fait aussi un à Alicante, nous connaissons que 5 filles, parce que j'ai fait plus d'associations. Il n'y avait pas des plus proches de chez toi? Non. Ah ouais? J'habite dans un tout petit village de montagne, en plus hors de village, et la ville la plus proche c'est Benidorm, mais c'est une ville touristique, il n'y a pas d'association, il n'y a rien. Mais ça va, je me débrouille assez vite. Alicante, c'est 1 heure de route, c'est bien. Je me débrouille assez vite avec ma voiture, j'arrive à me contrôler tout, c'est bien. Et je trouve que c'est important d'essayer à faire de nouveaux groupes dans des endroits où il n'y a pas. Comme ça, ces gens qui sont perdus. D'ailleurs, cette année, l'année prochaine, je dois essayer de faire que c'est à 80 km de chez moi. J'ai fait à Alcoy, que c'est à une trentaine de kilomètres de chez moi, dans la montagne aussi. Et je conseille dans l'association, ce qu'on fait, c'est le temps que je suis avec les gens qui ont reçu les AVC, comme beaucoup de gens qui ont l'AVC ne savent pas venir tout seuls à l'association, ils viennent avec un familier qui les porte. Alors, pendant que je suis avec les personnes qui ont souffert l'AVC, seulement entre nous, la neuropsychologue est avec les familiers. Ils font son groupe d'aide mutuelle, seulement les familiers, que c'est aussi très important. Parce que comme ça, eux, ils se donnent aussi des conseils, des papiers qu'il faut faire, des démarches vis-à-vis de l'administration, que ça, on est aussi complètement perdu. Il y a énormément de paperasse à faire. Et personne vraiment t'explique clairement, oui, tu as reçu tu as droit à ça, tu dois demander ci, tu dois demander ça. On est tous paumés avec les papiers, les institutions et on perd beaucoup d'options pour ne pas connaître comment ça va le circuit. Oui.